Tata qui danse, IA qui s'élance. Le futur se dessine dans chaque séance. Experts unis, visions alignées. Les dimanches du cloud, prêts à rêver. Encore et encore. Oh, oh, dimanche du cloud, on est là. Oh, oh, ensemble, on trace la voie. Tendance, tech, on les explore. Dimanche du cloud, encore et encore. Hey, guys. Bonsoir, vous allez bien, merveille? Oui, ça va super bien. Abel, vous allez bien, Raki? Hello, bonsoir. Bonsoir. Mamadou, bonsoir. Abel, merveille, j'espère que vous allez bien. Hello. Oui, ça va, nous allons bien. Super. Good. Donc, il nous reste quelques minutes. Donc, Oui. on va attendre un peu les autres. Mais le temps de les attendre, je vais vous mettre un peu de l'ambiance. Moi, j'ai découvert un super qu'on appelle Suno AI. Donc, tu as besoin d'une chanson. Les rappeurs chantent sur un langage qui est vulgaire et autres. Là, tu as la possibilité de créer ton propre musique. Et nous, on a envie d'avoir un artiste qui va animer sur les dimanches du cloud. Je vous mets le son. Dimanche matin, le ciel est clair, les experts se rassemblent, l'ambiance est super. Cloud, data, yeah, des idées à partager, un événement, on est prêt à briller. Oh, oh, dimanche du cloud, on est là. Oh, oh, ensemble, on trace la voie. Tendance, tech, on les explore. Dimanche du cloud, encore et encore. Les écrans s'allument, les cerveaux en feu, des solutions naissent sous nos yeux. Innovation, on avance sans détour. Chaque mois, on revient pour toujours. Oh, 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 encore et encore. Oh, oh, dimanche du cloud, on est là. Oh, oh, ensemble, on trace la voie. Tendance, tech, on les explore. Dimanche du cloud, encore et encore. Data qui danse, IA qui s'élance. Le futur se dessine dans chaque séance. Experts unis, visions alignées. Les dimanches du cloud, prêts à rêver. Oh, oh, dimanche du cloud, on est là. Oh, oh, ensemble, on trace la voie. Tendance, tech, on les explore. Dimanche du cloud, encore et encore. L'écran s'allume, les cerveaux en feu. Des solutions naissent sous nos yeux. Innovation, on avance sans détour. Chaque mois, on revient pour toujours. Encore et encore. Oh, oh, dimanche du cloud, on est là. Oh, oh, ensemble, on trace la voie. Tendance, tech, on les explore. Dimanche du cloud, encore et encore. Oh, 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 oh. Data qui danse, IA qui s'élance. Le futur se dessine dans chaque séance. Experts unis, visions alignées. Les dimanches du cloud, prêts à rêver. Encore et encore. Oh, oh, dimanche du cloud, on est là. Oh, oh, ensemble, on trace la voie. Tendance, tech, on les explore. Dimanche du cloud, encore et encore. OK. Donc, je pense que ça suffit pour l'ambiance. Hein? Est-ce que vous avez aimé? Bah oui, j'ai très bien aimé moi. Ouais. Donc, ça, c'est mon nouveau IA hein, que j'ai découvert. C'est une pépite pour moi. Hein.
À chaque fois, j'ai envie d'écouter une chanson sur un sujet bien déterminé. Juste mon prompt, je dis voilà, l'IA généralement une chanson. Je dis n'importe quoi. Hein. Hier, ma femme m'a tapé généralement une chanson pour me consoler. Et IA va se mettre à créer et autres. Donc, là, bon, pour vous dire un peu comment est-ce qu'aujourd'hui, l'IA est au cœur de notre quotidien. Donc, il y a des années en arrière, on n'aurait jamais pu imaginer qu'il peut faire un concert sans avoir un artiste. Et je pense que bientôt, il y aura des gens qui vont avoir un disque d'or sans jamais aller en studio. Il suffit juste de mettre ton bon prompt et là, il te génère ton album. Et c'est vraiment dingue, c'est que l'IA fait aujourd'hui. All right, so on va patienter un peu le temps que les autres viennent. Mais, entre-temps, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous souhaitez échanger? Peut-être quelqu'un a découvert une nouvelle fonctionnalité sur les services d'AWS, ou bien quelqu'un a besoin d'un conseil, peut-être qu'il prépare une certification, ou bien il rencontre des difficultés à déployer une solution sur AWS, et on va essayer d'en discuter le temps que les autres nous rejoignent. J'en profite pour remercier des gens qui viennent de nous rejoindre. Donc, il y a des têtes qui sont très connues, comme par exemple Hussein, Armel. Vous êtes là à chaque fois qu'on organise un événement. On est vraiment reconnaissant par rapport à cela. Et probablement, il y a des gens qui sont là pour la première fois. Et on vous souhaite la bienvenue. Et on vous dit qu'aussi, le Cloud Facile est là pour échanger autour des sujets du cloud, de l'IA, data, en gros, tout ce qui concerne le monde de l'IT. OK, Hussein, for the sum up. OK, donc, je vais essayer de faire quelque chose to break the ice, le temps que nos camarades soient là. Par exemple, si vous devez être un service AWS, quel service aimeriez-vous être? Moi, je vais commencer en premier. Si je devais être un service AWS, je préfère être AWS Organization. Oui, on a Hamilton qui dit Lambda. Hamilton, est-ce que vous pouvez activer votre micro et nous dire pourquoi vous avez choisi Lambda? Bonjour à tous. Je choisis Lambda parce que c'est puissant, scalable, facile à utiliser et c'est vraiment quelque chose de cloud natif. Quand on regarde comment le service Lambda a été pensé, c'est quelque chose qui est le framework autour est vraiment pensé pour du cloud. OK, good. Merci beaucoup pour ce input. Do we have somebody else? Est-ce qu'on a une autre personne qui souhaite intervenir? Par exemple, disons Moussa. Moussa. Okay. So, if Musa is not available, let me call in a very random way. Je vais appeler au hasard. Abel. Abel, tu préfères être quel service de AWS? Est-ce que je suis audible? Si je suis audible, donnez-moi un coup de pouce. Hit the like button or give me the heart. OK. All right. Moi, Oui, Raki. je dirais Amazon S3. D'accord. Oui, parce qu'il permet de stocker et de récupérer des données à tout moment, depuis n'importe où et sur Internet, de manière hautement sécurisée plutôt, durable et scalable. OK, great.
Great, merci beaucoup. All right, donc voilà, welcome Suleiman. All right, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Sinon, le temps qu'on patiente les autres, j'ai quand même une nouvelle chanson autour des journées, le dimanche du cloud, que je vais vous faire play, même si c'est pour 20 secondes. Good. OK. Est-ce que le son arrive à votre niveau? Donnez-moi de like si vous entendez le son. Je veux des likes. All right. All right. Hamilton, tu n'entends pas le son, mais au moins, je vais partager les lyrics. Ensemble, on trace la voie. Tendance, tech, on les explore. Dimanche du cloud encore et encore. Data qui danse, IA qui s'élance. Le futur se dessine dans chaque séance. Experts unis, visions alignées. Les dimanches du cloud. OK, good guys. L'objet, ce n'est pas de faire un concert, mais plutôt de partager autour de l'actualité IA, data, whatever. Donc, je vais devoir arrêter le son. Et comme ça, on va commencer la session. Je pense qu'on est assez nombreux pour pouvoir démarrer. Good, guys. OK, donc, je vois des nouvelles têtes. Probablement, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Je vais en profiter pour me présenter et puis donner la parole à nos speakers. All right. Moi, je suis coach Kébé, je suis formateur et représentant cloud. C'est le cloud facile. Donc, en termes d'expérience, je suis en ma 3e année d'expérience dans le domaine du cloud. Aujourd'hui, à temps plein, je suis sur le cloud facile en tant que formateur et animateur des sessions telles que, par exemple, Dimanche du cloud ou bien des webinaires qu'on fait souvent. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Dimanche du cloud, c'est un événement qui se déroule chaque 3e dimanche de chaque mois. Donc, à partir de ce moment-là, il faut enregistrer ça dans votre calendrier, dans votre agenda. Donc, ça, c'est que chaque mois, on aura une session dans laquelle on va faire appel à des experts du cloud, de l'IA, de data, de l'IT de manière générale, afin de discuter sur des sujets qui tournent autour de la technologie. Et aujourd'hui, on est ravis de vous présenter nos superbes speakers qui vont parler sur des sujets intéressants tels que serverless, et aussi on en profitera pour vous faire update par rapport à des nouveautés qui vont venir en ce qui concerne le cloud facile et l'IT de manière générale. Donc, sans tarder, on va faire appel à notre premier speaker. Hamilton, est-ce que vous êtes prêt? Oui. OK. Bonjour à tous, je suis prêt. Donc, je peux commencer la présentation? Oui. OK. Du coup, je vais vous partager mon écran. OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran? OK. Donc, on va pouvoir commencer. Du coup, bonjour à tous. Je vous ai remis la petite affiche pour les Dimanches du Cloud. En tout cas, merci aussi pour l'invitation. Je suis très content et honoré
et j'espère qu'on va passer un bon moment et qu'on pourra échanger sur certains sujets. Donc, le sujet de la présentation du jour, c'est un exemple de mise en production d'une application web full serverless sur AWS. Donc, je me présente rapidement. Je suis Hamilton Yao. Je suis consultant chez Devoteam. C'est une entreprise qui travaille dans le conseil pour la transformation digitale, une ESN, entreprise de services numériques en France, basée à Levallois. Donc, j'accompagne des clients sur des sujets d'architecture, de FinOps, de sécurité, des migrations de data lake aussi. Et je donne des trainings officiels AWS. Donc, je pense que pour ceux qui connaissent le Cloud Facile, ils connaissent aussi. Donc, voilà un peu pour ma présentation. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc, au menu de cette présentation, pas beaucoup de slides. Je vais peut-être parler un peu plus, mais essayer de rester dans le temps. Donc, on va présenter ce que c'est que le serverless, parler du projet Moncouli. Moncouli, c'est un projet personnel que j'ai avec des amis sur lesquels on a travaillé sur le serverless, du coup. Présenter les aspects techniques qu'on retrouve autour de Moncouli, des bonnes pratiques et enfin des questions. Si on peut répondre directement, il faudra attendre plus tard, mais en tout cas, voilà pour l'agenda. Donc, on va commencer tout de suite en rentrant dans le vif du sujet. Et pour parler de serverless, en fait, c'est une notion chez Amazon qui est définie avec 4 éléments. Du coup, quand on fait du serverless, on n'a pas de serveur à gérer, à provisionner, à patcher. Derrière aussi, le fait de payer seulement à la consommation. Donc, si je fais un parallèle, quand vous avez une machine virtuelle chez Amazon, donc une EC2, vous payez pour tout le temps que la machine est allumée. Donc, que votre application soit sollicitée ou fonctionne ou pas, vous payez pour le fait de consommer du compute. Donc, ce qui est plus ou moins normal. Derrière, en fait, ce qui se passe avec le serverless, c'est vous payez seulement pour le temps de compute utilisé. Donc, si votre EC2 est allumé de 8h à 18h, vous allez payer de 8h à 18h, même si votre code ne tourne que à 10h, par exemple. Et si on est sur du serverless avec, par exemple, si Lambda, vous allez payer que pour le temps que votre Lambda s'exécute à 10h. Et vous êtes facturé à la seconde près. Donc, c'est ce qui est assez intéressant. Autre critère pour déterminer si un service est serverless ou pas, c'est la partie de disponibilité. Donc, la scalabilité, la disponibilité est gérée par le provider. Donc, c'est automatique et il n'y a rien à faire. Donc, ça se passe tout seul pour nous. Et la sécurité également. Donc, tout ce qui est patching, montée de version est produite par le provider. Donc, quand on tombe sur un service qui répond à ces 4 critères-là, donc pas de serveur à gérer, on paye seulement pour l'usage, la disponibilité et la sécurité gérée par le provider, et donc la partie auto-scaling, donc le provisionnement de capacité à la demande est géré par le provider également. Vous êtes sur un service qui est dit serverless. Donc, le serverless, on le retrouve sur beaucoup de services, donc plus que du compute. Donc ici, un petit exemple, un petit portfolio de services serverless que vous pourriez retrouver sur Amazon. Donc, on en a dans différentes catégories. Donc, ça peut être sur du compute, sur donc de l'orchestration avec du step function, sur du stockage avec S3, des bases de données avec DynamoDB ou Aura serverless, etc., etc. Petite présentation rapide de Moncouli, du coup, le projet qui nous a amené à faire du serverless. Donc, Moncouli, on a un groupe Facebook sur lequel on permettait à des gens, donc c'était du B2, même pas du B2, c'était en personne, en fait, qu'on permettait à des gens de poster des annonces quand ils voyageaient, qui avaient de la place dans leur valise. Et du coup, d'autres pouvaient racheter des kilos ou une valise entière. On s'est rendu compte que l'activité marchait bien. Et ce qui aurait été intéressant, c'était d'avoir un site web qui facilitait la recherche. Que quand vous faites un post à 10h, à midi, déjà, le post est plus visible parce qu'il y a eu énormément d'interactions dans le groupe. Donc, avec un site web, ça allait être un peu plus dynamique. Donc, le but, c'est de pouvoir faire une recherche en proposant la ville de départ, la ville d'arrivée, choisir entre les différentes personnes qui proposent des trajets, regarder les prix également, challenger ce qu'ils prennent ou pas, et donc réserver votre place dans le colis. Donc, le but de mon colis, c'est ça. Et aujourd'hui, le site est live et cherchez juste www.moncolis.com avec K pour colis et c'est tout bon. Donc, bon, c'est pas une pub pour mon colis, donc on va passer direct sur les aspects pratico-pratiques avec ce qu'on va retrouver sur mon colis. Donc, on va dire que l'architecture de mon colis, on va la diviser en 3 gros blocs. Le premier bloc, ça sera la landing zone.
Donc, pour faire un petit rappel, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, une landing zone, c'est quoi? En fait, la landing zone, c'est la couche fondamentale quand on gère plusieurs comptes Amazon. Donc, ça va permettre de déterminer l'ensemble des comptes Amazon dont on aura besoin en termes de ségrégation d'environnement. Également, qui peut se connecter, qui se connecte à quoi, donc la partie identité. Et aussi, on va dire, les bonnes pratiques et les éléments communs aux différents comptes qu'on va retrouver dans notre organisation. Donc ici, pour nous, en termes d'organisation, on a utilisé le service Advanced Organisation. On a utilisé aussi Control Tower pour automatiser le déploiement des différents comptes. Donc Control Tower, c'est le service qui va vous permettre de pouvoir avoir, si vous voulez, une sorte de kickstart de vos comptes. Donc plutôt que de créer un compte et le paramétrer à chaque fois, vous pouvez automatiser ces tâches-là avec du Control Tower. Donc vous allez coller sur du CloudFormation. Derrière, on a l'authentification qui est faite pour nous. On a un annuaire d'identité Google. Donc on a une orga Google sur laquelle on a plugué notre organisation Amazon et on fait du SSO. Donc aujourd'hui, c'est IAM Identity Center. Et derrière, on a un ensemble de différents comptes avec des OU. Donc OU, c'est Organization Unit chez Amazon. Et c'est un peu, si vous voulez, des groupes. C'est pour grouper des comptes qui ont des éléments en commun. Donc ça, c'est la première partie, la landing zone qu'on retrouve, nous, pour mon colis. Derrière, en termes d'architecture technique, donc l'application est vraiment full serverless. Donc ce qui se passe, c'est on a donc un enregistrement Route 53. Donc le nom de domaine est chez OVH qu'on a ramené chez Amazon avec du Route 53. Derrière, quand on accède donc au site web, la redirection DNS est gérée par Route 53. On accède ensuite à notre compte, à notre site web, mais d'abord on a un WAF, donc WAF Web Applications Firewall, donc qui va nous permettre nous de pouvoir filtrer, de pouvoir se protéger d'injections SQL, donc c'est le service de firewalling côté Amazon. On a ensuite CloudFront, donc CloudFront c'est le service qui nous permet de manipuler qui nous permet de faire du CDN, qui permet de manipuler les infras de caching côté Amazon. Donc avec CloudFront, ce qu'on arrive à faire, c'est d'empêcher que les requêtes arrivent directement au back-end ici, à notre site web, donc qui est notre S3. Il y a tout qui passe d'abord sur CloudFront et c'est CloudFront uniquement qui communique avec S3. Donc ça apporte un peu de sécurité. Derrière, la partie statique du site web est mise sur du S3. C'est avec du React. Donc le site est en React. Pour l'API, on a utilisé le service API Gateway. Donc, pour l'instant, vous voyez que je cite que des services serverless. Sur API Gateway, on a fait du GraphQL. Donc, le GraphQL, ce qui nous apporte, contrairement aux API REST, en fait, c'est on est en mesure de pouvoir requêter différentes tables, différentes sources de données en une requête. Si on faisait une API REST, par exemple, que vous recherchez, par exemple, la liste des voyageurs et également les infos sur le profil des voyageurs, c'est deux tables différentes. Donc, vous allez faire une première requête sur la liste des voyageurs, une autre table sur le profil de chaque voyageur et consolider le tout. Avec GraphQL, donc, ça peut être notre présentation. Donc, avec GraphQL, ce qu'on fait, nous, c'est on est en mesure de pouvoir donc faire en une seule requête le mapping sur l'ensemble des différentes tables et retourner les données en une fois. Donc ça, on l'a fait au niveau de API, donc de notre API Gateway. On a utilisé Cognito. Donc Cognito, c'est le service d'authentification et d'autorisation pour des applications. Donc c'est le pendant de IAM, mais quand on fait des applications web. Donc les utilisateurs qui se connectent pour créer des comptes, on le fait avec Cognito. Et on a une fédération, donc on peut se connecter avec son Facebook, son Google ou une identité directement chez mon colis. Et derrière, pour la partie back-end, donc chaque appel à une partie de chaque appel sur une route de notre site web, c'est une fonction lambda derrière qui accède à une table Dynamo. Donc chaque lambda, on essaie de faire quand même du list privilège avec de l'IAM. On utilise du Certificate Manager, des clés KMS, du CloudWatch, du CloudTrail pour analyser le tout. Donc on va dire et pour l'envoi de notification, ça se fait avec du SNS. Donc on est allé sur vraiment une application web qui aurait qu'on fait une application 3 tiers, mais en mode full serverless. Donc, le front-end, le back-end et la base de données. Et derrière, ça nous a donné quand même assez de facilité, assez de simplicité dans tout ce qui est gestion d'infrastructure et montée de version
monter en charge. Donc, c'est un élément assez intéressant. Le dernier point également, donc, c'est pour la partie déploiement. Donc, on a fait un truc assez simple. Là, on a un GitLab. Donc, on est dans l'équipe, on était habitué à travailler avec. Donc, c'est le plus simple. Donc, ce qu'on fait en commit notre code sur GitLab et derrière, on a une CI/CD qui va déployer le tout, soit sur l'environnement dev, l'environnement prod ou le compte de shared service. Donc, globalement, ce qu'on a en termes de techno, le back-end, il est en Node.js. Donc, voilà pour les aspects techniques autour du serverless. Donc, on va dire que quelques chiffres clés qu'on retrouve pour notre site web, c'est on a une facture de landing zone en moyenne de $120 par mois. Derrière, la facture mensuelle de la production nous coûte $48. Et les services les plus coûteux, donc le premier, c'est le WAF. Donc, les règles de filtrage WAF pour Web Application Firewall, donc qui permet de filtrer, de protéger notre site web d'éventuelles attaques sur Internet. KMS, c'est pour la clé de chiffrement. Derrière CloudWatch, donc pour tout ce qui est monitoring et login. Config pour surveiller tout ce qui est call API dans notre compte. Et S3, donc pour le stockage. Et en termes d'utilisateurs, d'usage en moyenne, c'est 600. Donc il y a des mois où c'est plus, d'autres c'est moins. Donc derrière tout ça, c'est le coût c'est ce que nous coûte notre production. Donc vous prenez le cas par exemple sur une EC2. Si vous prenez une EC2 qui peut encaisser tout ça, juste le EC2, vous êtes peut-être sur, on va dire en moyenne par jour, vous êtes déjà à du 10-12 $. Et en plus, ça tourne H24, ça c'est sans compter le scaling. Donc vous dites que juste une EC2, en fait, en 4 jours, on a dépassé notre consommation mensuelle pour l'ensemble de nos ressources. Donc le serverless a permis à l'équipe Moncoli, donc nous, une startup qui a très peu de moyens, d'aller vite, d'avoir un produit en production qui est fiable et stable et scalable aussi. Pour continuer sur notre presse, donc les bonnes pratiques qu'on va retrouver sur le serverless, donc sur la partie design. Quand vous faites du serverless, en fait, on est sur des microservices. Bonne pratique, toujours, le microservice, c'est un microservice doit faire une seule tâche. Donc, par exemple, une lambda, c'est une fonction et une seule. Donc, dès l'instant où votre lambda commence à faire 2-3 trucs, vous êtes plus sur des bonnes pratiques. Donc, spécialisez, faites autant de lambda que nécessaire, mais spécialisez vos lambda pour faire une seule chose pour qu'elle puisse s'exécuter le plus vite et le mieux. Donc, ça sera facile aussi pour vous de débugger après. Après, en termes d'usage, on est sur du stateless. Derrière, sur des lambda, en fait, on ne peut pas faire confiance à la mémoire tampon de la lambda. Donc, le mieux pour nous, c'est de se dire que on va avoir donc une autre lambda qui va accéder à des systèmes de données externes. Donc rien sur la lambda. On va plutôt faire appel à des systèmes de stockage externes, donc DynamoDB, S3, RDS, ce qu'on veut. Pour la partie IAC, donc pensez à toujours faire de l'IAC aussi. C'est une très très bonne pratique. Ça vous apporte de la sécurité et de la flexibilité. Donc nous, par exemple, pour passer de l'environnement de dev à l'environnement de production, c'était, on va dire, très simple. Et on avait déjà le code, on a juste déployé, redéployé sur un environnement différent. Donc, dans le pipeline CI/CD, c'est juste une variable. Donc, c'est assez intéressant. Donc, l'IAC pour infrastructure as code, c'est quelque chose qui permet de pouvoir avoir de la sécurité, de la fiabilité et derrière, donc, de pouvoir redéployer autant de fois qu'on veut notre infrastructure, le repurposer. Donc, on a beaucoup de choix. Nous, on est allé sur du CloudFormation, mais on aurait pu faire du SAM. Donc, SAM, c'est un framework pour déployer des applications full serverless. C'est une abstraction de CloudFormation, donc c'est tout aussi pareil, mais nous, on a utilisé SAM et le tout déployé avec les pipelines CI/CD. Pour la partie sécurité, donc, quand vous déployez vos ressources, pensez toujours à faire du least privilege. Donc, le least privilege, c'est quoi? C'est je vais donner le maximum de droits nécessaires à un utilisateur pour faire ce dont il a besoin. Donc, c'est s'il a besoin que de pouvoir lister, par exemple, des fichiers dans du S3, je ne dois pas lui donner la possibilité de pouvoir uploader ou downloader des fichiers du S3. Ce que ça permet de faire, ça permet déjà d'éviter que si un attaquant puisse détourner le but d'une fonction lambda ou d'autres ressources, ça permet aussi d'éviter les risques de escalation privilege. Donc, ce qui se passe avec l'escalation privilege, je vous donne un exemple. Vous avez un utilisateur qui peut
que voir des EC2 se connecter en SSM sur une EC2. Donc, l'utilisateur, lui, ses droits sont assez limités. Derrière, vous avez une EC2, par exemple, pour votre appli en production. Et cette EC2-là, en fait, vous lui avez donné un peu trop de droits. Donc, vous donnez des droits admin pour qu'elle puisse faire à peu près tout. Donc, c'est sur cette EC2 que tourne votre application. Le problème qui peut se poser, en fait, c'est que l'utilisateur, une fois connecté sur l'EC2, donc lui, il a que le droit de se connecter il se connecte à l'EC2 et il se crée un autre user pour pouvoir faire ce qu'il veut. Donc, via votre EC2, en fait, vous avez permis à un utilisateur qui était peu autorisé à faire de l'EC2 à pouvoir créer un utilisateur administrateur et pouvoir faire derrière ce qu'il veut. Donc, le list privilège vous permet, en fait, de pouvoir empêcher que, via les interactions entre les différents services, quelqu'un puisse aller au-delà de ce qui lui est autorisé. Pour tout ce qui est variable d'environnement, on utilise, nous, du parameter store ou du secret manager, dépendamment de ce qu'on veut. Donc, on va jamais avoir les secrets ou des variables d'environnement en clair dans le code. On va plutôt utiliser des services Amazon qui nous permettent, nous, de pouvoir les stocker de manière sécurisée. Ça apporte une certaine flexibilité. Ça permet aussi de modifier le code sans avoir à le mettre à jour. Donc, par exemple, vous avez juste à avoir une variable d'environnement qui est stockée soit dans les variables d'environnement d'Amazon qui sont encryptées, soit on le stocke sur du system manager ou du secret manager si on a de la rotation, et on fait un appel, donc il y a du HTTPS vers cette valeur-là, on la récupère, on l'utilise, donc rien n'est en clair, in transit, at rest. Donc on est vraiment dans l'ensemble des bonnes pratiques, et toujours donc les échanges doivent se faire toujours en HTTPS, donc utiliser des certificats. Le mieux, c'est de ne pas prendre des certificats auto-signés. Amazon permet, il y a un service Amazon ACM pour faire une PKI, donc vous pouvez créer votre autorité de certification. Et en termes d'utilisation de ressources aussi, c'est assez intéressant de pouvoir suivre au quotidien. Le compute optimizer qui vous remonte des infos en termes de compute, vous allez pouvoir tester et suivre ce que vous déployez. Donc ça, c'est une partie de bonne pratique quand on fait du serverless. L'autre élément, en termes de bonne pratique, deux derniers éléments, c'est donc faites des tests, surtout de montant en charge, pour pouvoir adapter la durée d'exécution et la mémoire allouée à vos fonctions lambda. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand vous exécutez une lambda, vous serez, on va dire, pricé entre autres sur le temps d'exécution, également la quantité de mémoire, le stockage et le nombre de calls API que vous faites à votre lambda. Donc, le mieux pour vous, en fait, c'est d'avoir une lambda qui s'exécute dans le temps le plus court avec la juste mémoire, en fait. Donc, le mieux, c'est de pas avoir une lambda qui a très peu de mémoire et qui s'exécute trop longtemps. Derrière vous, en termes de performance pour le scaling, ça sera pas très intéressant. Et si vous mettez trop de mémoire aussi, vous aurez une lambda, mais qui, malheureusement, en fait, va vous coûter plus cher que nécessaire. Donc, ça sera à vous, donc, de pouvoir tester et déterminer quel est, on va dire, le trade-off à faire de votre côté. En termes de déploiement aussi, votre lambda, à chaque appel à votre lambda, en fait, quand il y a une occurrence de lambda qui est appelée, c'est ce qu'on appelle le call start. Donc, c'est le fait de pouvoir charger le package de la lambda, donc votre zip, les binaires, pour pouvoir l'exécuter. Plus le package est long et plus ça met du temps. Donc, ça rend votre application un peu plus lente. Donc, vous, l'intérêt, c'est au niveau de votre code, réduire la size du package. Donc, par exemple, les bibliothèques qui servent à rien, si vous appelez qu'une seule fonction dans la bibliothèque, donc faire bien appel à la fonction et pas à toute la bibliothèque, ça pourra vous aider également. Et nous, on a utilisé du DynamoDB. Derrière DynamoDB, c'est un service qui utilise un système de partitioning à base d'un algorithme de hachage. Ce qui veut dire que la clé primaire, par exemple, c'est celle qui est utilisée pour stocker les données. Donc, on va imaginer que sur DynamoDB, en fait, on a un gros cercle, donc on a une sorte de camembert. Et donc, ce camembert-là, il va le diviser en différents quartiers. Donc, ce qui se passe, c'est quand on applique l'algorithme de hachage sur votre clé primaire. La clé primaire, elle est composée de deux éléments. Donc, il y a un qui est obligatoire toujours, c'est un partition key, et l'autre, il est facultatif, c'est la sort key. Donc, quand il applique son algorithme de hachage, donc, je prends par exemple, un exemple, c'est vous avez félin pour la partition key et chat pour la sort key. Donc, tous ceux qui seront des félins et des chats seront stockés ensemble au niveau de DynamoDB. Si vous avez des canins, chiens, donc tous ceux qui sont des canins et les chiens seront stockés ensemble. Derrière, si vous prenez canins et loups, par exemple, donc les loups seront stockés dans la partition attribuée aux canins, mais pas aussi proche des chiens.
Par contre, les bergers allemands, les Rottweilers seront tous stockés ensemble. Donc, ça va vous permettre, vous, derrière, en termes d'accès à la donnée, quand vous allez faire une recherche, par exemple, de tous les canins, DynamoDB a juste appliqué le même algo de hachage sur la partie key que vous avez donné, peut-être la sortie également. Il sait exactement où aller regarder plutôt que de faire le tour de l'ensemble des données. Donc, en définissant correctement vos attributs de partition, donc partition key, sort key, derrière, ça permet à DynamoDB d'être beaucoup plus efficient. Ça vous donne des temps de réponse beaucoup plus rapides et c'est beaucoup plus intéressant pour vous. Donc ça, c'est un exercice qui est pas très facile. Prenez le temps, en fait, de pouvoir répéter les opérations, déterminer l'unicité de vos attributs dans les tables. C'est pas quelque chose de simple. Mais sur DynamoDB, vous avez le droit à l'erreur. Donc, on a ce qu'on appelle les global ou les local secondary index. Donc, ça vous permettra, vous, derrière, de pouvoir repurposer vos index. Donc, par exemple, vous avez une table sur les animaux et vous êtes trompé. En fait, la sorte qui, c'est pas le type, c'est plutôt, je sais pas, la couleur. Et donc, vous pouvez créer un index qui vous permet, en fait, d'avoir une copie de la table, mais avec les mêmes données, mais en changeant l'index secondaire ou global. Donc, c'est des éléments aussi qui permettent de travailler assez facilement, qui permettent d'améliorer les performances de DynamoDB. Et enfin, donc, au niveau de l'API, implémenter du caching, faites du throttling. Donc, déjà, même, c'est un élément de sécurité pour vous. C'est si, par exemple, une personne envoie 10 000 requêtes par seconde, c'est potentiellement déjà du DDoS. Donc, ça va permettre de vous protéger. Et en termes, donc, d'authentification des requêtes, vous pouvez soit utiliser des JW tokens ou des authentifications via IAM. Donc, par exemple, il faudrait que ce soit une personne qui ait des credentials et puisse accéder à l'API. Amadou, Oui. je vois ta question. Est-ce que je peux les prendre à la fin ou je dois les prendre maintenant? C'est pour savoir. Oui, en fait, c'était juste de t'informer. Il te reste 6 minutes. Ok, bah c'est parfait. Parce que, en plus, questions. j'ai déjà fini. Ok, Donc, good. ouais. Donc, ce qu'il faut retenir, quand vous faites du serverless, vous n'avez pas d'administration. C'est nous, mon colis a été lancé en 2020. Oui, en 2020. Et depuis lors, on a eu de l'astreinte que les 2 premiers jours de déploiement pour gérer tout ce qui était, on va dire, paramétrage de nos lambda, de notre cluster de cache CloudFront. Et après ça, plus rien. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu d'alerte de soucis de disponibilité ou le site est down. Non, ça n'est jamais arrivé. On paye qu'à l'exécution. Donc, vous avez vu le coût, c'est assez intéressant. Également, derrière, donc, le time to market, il est correct parce que de base, moi, je suis un dev. Donc, je ne suis pas forcément la personne la plus idône pour déterminer c'est quoi la VM qui est la plus adaptée, c'est quoi l'OS qui correspond le mieux, en fait. Donc, derrière, avec le serverless, on n'a plus à se poser ces questions-là. On est sur des microservices et la scalabilité est virtuellement infinie. C'est plus on consomme, ça veut dire que le business marche bien. Qui pourrait être un bloqueur pour certaines personnes, c'est le côté black box. Donc, par exemple, vous donnez la main, en fait, derrière au provider, donc ici Amazon, de pouvoir déterminer quelles sont on va dire, les ressources qu'il utilise, c'est quoi l'OS qu'il utilise et tout. Donc, vous n'avez pas la main dessus, c'est compliqué. C'est quoi les versions d'OS, c'est quoi les patchs qu'il applique. Pour certaines équipes, comment elles veulent plus de sécurité, donc elles voudraient pouvoir avoir des infos sur ça. Derrière, si vous partez sur que du full serverless, vous pouvez très vite être vendor looking, donc c'est-à-dire que vous allez dépendre des solutions vendues par un provider et passer à un autre, ça pourrait être compliqué. Il y a aussi le souci donc avec le call start. Donc, c'est le premier appel à une nouvelle fonction lambda est toujours plus ou moins long, dépendamment de la taille de votre package. Ça peut être un bloqueur pour certaines personnes. Pour certaines applications plus ou moins complexes qui ont des besoins d'accès temps réel ou qui doivent être live 24/24, le serverless, c'est pas forcément toujours l'élément le plus intéressant. Donc, c'est à challenger. Le fait d'avoir une scalabilité infinie, ça peut entraîner aussi des coûts qui explosent. Faire attention. Mais en global, généralement, le serverless est moins cher
que le serveur full parce qu'on l'utilise pas tout le temps, mais dans le cadre où on a des requêtes d'une certaine intensité, ça peut très vite, on va dire, dégénérer. Faites attention aussi aux quotas. Donc, c'est scalabilité infinie, mais il y a des quotas pour éviter de faire n'importe quoi. Et les méthodologies de déploiement, donc, c'est pas ce qu'on utilise traditionnellement. Donc, ça peut être également un frein parce qu'il y a on va dire, un gap en termes de capacité d'apprentissage pour certaines personnes. Donc, le fait de devoir apprendre de nouvelles technos peut être un frein. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir autour du serverless. Mon colis s'appuie sur du full serverless. On est très content. Je vous encourage à faire du serverless, en tout cas, et je suis disponible pour vos différentes questions et également vos remarques. Merci pour votre attention. J'espère que j'ai été audible et assez clair. Voilà. All right, on va donner des likes à Hamilton. Si vous avez aimé, appuyez sur le like button. All right, Hamilton, tu as une question dans le chat. Je ne sais pas aussi s'il y a d'autres qui souhaitent activer leur micro. Ouais. Oui, j'ai vu la question de Armel. Donc, tu nous as demandé c'est quoi la base de données. On est parti sur du DynamoDB. Donc, DynamoDB pour des bases type NoSQL, pour Not Only SQL. Pourquoi le choix de DynamoDB? Parce que DynamoDB offre donc, c'est une base déjà serverless. On est sur du NoSQL, donc le schéma varie. On est, nous, une startup on va dire, qui se cherche un peu encore. Donc, on n'a pas forcément des schémas de table fixés. Donc, le NoSQL, c'est quelque chose qui nous apportait, qui répondait à nos besoins. On manipule des payloads JSON. Donc, c'était l'idéal pour nous. Et c'est ultra scalable aussi. Donc, ça va. Et pas très cher. All right. Oui, Thierry. Ok, encore vraiment merci pour la présentation et c'est vraiment un très super beau projet. Ma question est la suivante, hein, parce que j'ai vu les différents frais que tu endosses ou bien ton équipe endosse chaque mois à propos des différentes dépenses sur des différents services de Amazon. Comment vous pensez la rentabiliser? Parce que je vois, c'était presque à 600 € par mois. Comment vous pensez 600 utilisateurs. C'est 600 €? 600 utilisateurs. Attends, je reviens sur la... C'était pas le nombre de dépenses parce que j'ai vu, vous avez totalisé. Non, c'est 600 utilisateurs par mois, 120 $ pour l'ensemble de nos comptes et 48 $ pour la prod. Donc, les 120, on va dire, on paye à peu en moyenne 120 $ chaque mois. Donc, à l'année, 1500 €. Donc, on va dire quasiment 1 million de francs CFA. OK. Et comment vous pensez la rentabiliser? On travaille toujours sur le modèle opérationnel. Donc, ce serait soit de mettre des frais sur la réservation ou soit on voit directement avec les transporteurs pour que eux prennent un abonnement ou on prenne des frais avec eux. Donc, c'est toujours en réflexion, en discussion. On essaie de rentabiliser au mieux. L'avantage, c'est que quand on lançait l'application, on a présenté le projet Amazon qui a vraiment aimé et ils nous ont donné des crédits. Donc, sur ce côté-là aussi, Amazon soutient les startups. Ils ont vu qu'on faisait un projet full serverless avec les technos. Donc, on a eu un certain paquet de crédits pendant 2 ans. Donc, ça nous a permis de souffler derrière. En tant que formateur, je travaille avec un autre formateur aussi dans l'équipe. On a des crédits Amazon. Donc, on essaie de les utiliser chaque mois pour éviter de payer de notre poche. Mais on travaille sur le modèle économique. Je pense qu'on doit encore avoir plus de gens qui consomment le site pour penser à rentabiliser. Déjà, il faudrait que le site soit consommé. Donc ça, c'est ma vue du truc et voilà. OK, c'est super. Et en ce qui concerne, puisque je vois que ce sont des sites qui sont aussi très demandés, en ce qui concerne, disons, le support, comment vous avez pensé pour résoudre ces problèmes de support? Parce qu'on sait très bien que de nos jours, avec l'avenir des chatbots, c'est toujours quelque chose qui est très bien pour des sites. Donc, ce n'est qu'une proposition. Hein. Donc, je ne sais pas, vous avez pensé introduire des chatbots pour pouvoir répondre aux questions du genre. Donc, je ne sais pas, ce n'est que des propositions. Oui, ce qui se passe, c'est que on est sorti en 2020, donc on était là un peu avant ChatGPT. Donc, ce qu'on a fait, on a mis un bouton déjà
chatbot qui link avec notre service client sur Messenger. Et derrière, on a une personne, je crois, une ou deux personnes physiques qui répondent aux différentes préoccupations des personnes en temps réel. C'est, par exemple, le chatbot qui pourrait répondre à des questions plus ou moins simples, mais un utilisateur qui vous dit, j'ai un souci avec tel transporteur, il y a telle personne qui a disparu avec mon colis. Je pense ChatGPT ou Claude pourra pas vous dire exactement la marche à suivre, en fait. Donc, pour l'instant, en tout cas, dans notre contexte à nous, on a quand même besoin d'avoir une certaine historicité avant de faire du RAG, donc la contextualisation des demandes avec du ChatGPT. Mais à terme, oui, ça nous aiderait, ça permettrait de réduire, par exemple, le nombre de questions auxquelles devraient répondre nous, personnes dans le back-end. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Good. Sorry, mon micro était fermé. Vraiment, merci pour la réponse. Hein. C'est aussi parce que aussi de nos jours, il y a aussi cette possibilité, comme vous avez des bases de données, hein, ça veut dire que vous pouvez essayer, déjà avec des informations qui sont dans votre base de données, de créer un robot hein, qui essaie de prendre des informations en temps réel pour pouvoir répondre aussi à des questions. Donc, il y a aussi cette possibilité aujourd'hui. Oui, effectivement, on va dire, c'est l'avenir du truc. Mais c'est vraiment un projet vraiment super. C'est très super. C'est un très bon projet. Merci à vous. N'hésitez pas à aller regarder. Non, vous allez balancer le lien et je ne tarderai pas. Ok. J'ai vu la question de Hassan. Donc, tu demandes le système de caching mis en place. On utilise CloudFront d'Amazon. Donc, CloudFront, c'est leur service de CDN. Donc, Amazon a de l'infrastructure de caching un peu partout dans le monde. Donc, ils ont 600 edge location sur la planète Terre et nous, on profite de ça. À un coût plus ou moins correct. OK, good. Peut-être on va prendre la dernière question de Wafo Aristide. Mais entre-temps, tout à l'heure, Hamilton a parlé des crédits de AWS. Aujourd'hui, si vous êtes une startup et vous êtes en train de démarrer, vous avez la possibilité de demander de l'aide à AWS en vous fournissant des crédits à appliquer dans le console. De ce fait, j'ai mis le lien dans le chat que vous pouvez utiliser si vous avez un startup par hasard en fait de demander ces crédits-là. Donc, Wafo, over to you. Merci beaucoup, Mamadou, pour la question. En fait, c'était par rapport au fait, Hamilton a parlé là il y a quelques secondes de ChatGPT intégré pour pouvoir répondre à certaines questions, hormis les personnes qui sont placées en support derrière. Je me dis, étant donné que tu es déjà sur la lancée de l'AWS et du serverless, pourquoi ne pas, peut-être c'est une éventualité pour toi, pourquoi ne pas être axé sur Amazon Lex, le service AWS qui déjà est déjà un assistant en soi, donc juste te connecter à ton service. Oui, vas-y. Ouais, non, je te laisse finir, je l'acquiesçais juste. J'étais sur la fin. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas utilisé, mais je sais quand même de quoi est-ce qu'il est question. Ok, donc en fait, on va recontextualiser le truc. On est dans un environnement où la majorité de nos utilisateurs sont africains. C'est des personnes parfois qui maîtrisent l'outil informatique ou pas. Et c'est des gens qui ont plus l'habitude de discuter avec des humains. Donc, c'est le chatbot avant ChatGPT, c'était vraiment un mot de question-réponse très targeté. Aujourd'hui, ChatGPT, il arrive à discuter avec un humain sur une conversation, on va dire, de manière plus ou moins fluide. Donc, quand on commençait, c'était compliqué à mettre en place. Et on est sur aussi un service qui est assez critique. C'est des gens achètent des colis à certains coûts, soit élevés ou pas, qu'ils envoient. Et s'il y a un souci avec un transporteur, s'ils veulent dénoncer un transporteur, c'est toujours plus ou moins délicat. Donc, on a jugé que dans un premier temps, c'est mieux d'avoir des personnes physiques par derrière. Et nous, en fait, on voulait évoluer plutôt vers un mode où on collecte les colis. Ensuite, on choisit nous-mêmes le transporteur à qui on le donne. Donc, il n'y aura plus d'interaction directe entre personnes. Donc, à ce moment-là, nous, on pourrait mettre en place effectivement une solution sur un LLM ou sur du Amazon Lex, par exemple. Ça pourrait être possible. Mais en fait, on va dire, vu la criticité du domaine dans lequel on est, en fait, c'est tout de suite mettre une IA. Déjà, faudrait former les personnes dans le back-office chez nous à pouvoir monitorer et suivre ce qui se passe. Et ensuite, il faudrait assez bien la configurer nous-mêmes.
et ça a augmenté aussi le coût ici. Donc, la facture mensuelle, Bah, pour une exploser. startup qui génère rien pour l'instant, on Ouais. essaie de réduire les coûts plutôt que de les augmenter. Mais, en tout cas, je prends note et effectivement, il faudrait que nous aussi, on puisse se mettre au diapason avec. Après, ma question, ce n'était pas forcément pour l'intégrer, mais je suis aussi très content et ravi par ta question parce que nous, en tant qu'IT, ce qu'on oublie généralement, on se précipite plus souvent à vouloir tout digitaliser et on se pose Mm. très plus souvent la question de est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est important. Et Ouais, effectivement, mais par exemple, pour aller pour aborder dans ton sens, c'est nous, par exemple, la majorité des utilisateurs, ce sont des gens qui font bien leur boulot, mais qui sont pas forcément ultra lettrés ou habitués à l'outil informatique. Donc, le ouais, fait d'avoir un site web, un bout de site web, c'est bien, mais le gars, quand il faisait son post Facebook, c'était mieux. Ça allait plus vite, c'est plus simple. Il est déjà habitué à manipuler Facebook. Il connaît pas encore plus ou moins bien l'interface de mon colis que nous, on trouve simple, mais pas pour lui. Donc, il y a quand même la conduite au changement. C'est-à-dire que la digitalisation, c'est pas le tout. C'est potentiellement un chatbot aujourd'hui sur WhatsApp aurait été peut-être plus puissant même que le site web dans notre contexte. Donc, c'est à relativiser. Le projet est beau, mais il est perfectible. Il y a quand même beaucoup de trucs à améliorer dessus. d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Et je te prends plus de temps, Amadou, j'arrête de parler. Ok, Hamilton, merci beaucoup Je t'en pour prie. cette très belle présentation. Il Je t'en restera prie. là en fait de donner un mot de la fin, mais entre-temps, on va passer à un autre speaker, Mm. Raki. Donc, mettez des likes pour Hamilton. Raki, est-ce que vous êtes là? Oui, Ok, je suis là. ok, good. Over to you, Raki. D'accord. Moi, je vais un peu sortir de ce qu'Hamilton faisait. Je vais présenter la journée du cloud. Voilà, je suis l'intrus de ce dimanche. Avant tout, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Raki Diallo. Je suis data scientist chez Harala. Et aussi membre du comité d'organisation de la journée du cloud. Et je suis très heureuse de vous partager aujourd'hui un aperçu de l'édition 2025 qui s'annonce véritablement exceptionnelle. Avant cela, je vais mettre certains qui ne savent pas c'est quoi la journée du cloud, du contexte. C'est une journée, c'est la plus grande conférence dédiée au cloud et à l'innovation numérique en Afrique. Maintenant, cet événement annuel rassemble des professionnels, des passionnés, des entrepreneurs, je dirais, et les membres de la diaspora africaine, oui, pour partager et apprendre et aussi construire ensemble l'avenir numérique du continent. Maintenant, son objectif, c'est clair, c'est de renforcer l'écosystème cloud en Afrique en facilitant la collaboration entre les entreprises, les associations et aussi les talents émergents comme Hamilton. Voilà. Maintenant, cet événement a été initié par Amadou Mérico, qui est là parmi nous. C'est le fondateur de Cloud Facile, avec la volonté de démocratiser l'accès au cloud en Afrique et d'en faire émerger des solutions, voilà, adaptées à nos réalités. Merci Amadou pour cette initiative. Maintenant, je vais faire un récap après avoir mis certains dans le contexte sur l'édition de 2024 qu'on a eu à organiser l'année dernière. Voilà, où c'était un véritable succès, oui, avec une journée de conférence. Et on avait 35 sessions sur le cloud, l'intelligence artificielle, le DevOps. On avait aussi plus de 30 intervenants parmi les leaders du secteur aussi. Plus de 800 participants et 35 pays connectés à travers le monde. On avait aussi des sponsors et aussi des partenaires qui étaient vraiment engagés. Voilà, maintenant, ça a été une épreuve qui était claire et aussi qui a nécessité l'intérêt croissant pour des thématiques sur le continent et de continuer à fédérer autour d'elle.
Maintenant, cette année aussi, je disais tantôt que ça sera exceptionnel parce que pour la première fois, la journée du cloud se tiendra sur 2 jours, savoir le 27 et le 28 juin 2025. Maintenant, comme l'année dernière, ça avait nécessité voilà, beaucoup de speakers, voilà, et le temps était un peu court et parce qu'il y avait des thèmes intéressants, des discussions intéressantes. Voilà, cette décision reflète de la richesse croissante du sujet et l'envie aussi d'impliquer encore plus de voix et de talents. Maintenant, je vais donner le programme pour la journée du 27 qui sera consacré voilà, aux grandes discussions parce qu'on aura un keynote d'ouverture pour le 27 pour lancer les réflexions. On aura 2 panels de discussion majeurs qui aborderont des questions cruciales pour l'Afrique du numérique. Voilà. Pour le panel 1, qui a comme thème à l'ère du cloud et de l'IA en Afrique, enjeux et perspectives. Il y aura des speakers qui vont parler autour de ce thème. Et ce panel explorera des opportunités voilà, pour la technologie cloud et l'IA, mais aussi des défis liés à l'accès et de la formation peut-être et à l'infrastructure. Maintenant, pour le panel 2, on aura aussi comme thème comment parvenir à la souveraineté numérique à l'ère de l'IA. Ce sera un débat aussi important sur le contrôle peut-être des données, de la dépendance aux solutions étrangères, tu sais, et aussi des stratégies que l'Afrique peut adopter pour bâtir un numérique responsable, souverain et résilient. Oui. Et il y aura en même temps aussi des sessions thématiques qui porteront d'autres et des cas concrets dès le premier jour. Ça sera le 27. Maintenant, pour le 28 novembre, plutôt juin, désolé, ça sera une journée tournée vers l'action, le partage des expériences pour des experts qui vont partager voilà, des sessions qui seront vraiment intéressantes. Il y aura un keynote aussi d'ouverture pour le 28. Il y aura plus de 20 sessions qui seront techniques. Il y aura des démonstrations à faire par des experts locaux et internationaux qui seront organisés. Ça sera en parallèle. Il y aura dans certains hubs aussi des ateliers pratiques, des démonstrations et des retours d'expérience. Et à la fin, il y aura un keynote de clôture pour synthétiser les enseignements de l'événement et aussi tracer des perspectives. Maintenant, pour cette année aussi, il y a une portée continentale, oui, grâce à nos hubs physiques. Oui, cette année, la journée sera également décentralisée grâce à nos réseaux de plus de 10 hubs physiques à travers l'Afrique. Ces hubs vont accueillir des participants en présentiel qui vont suivre les conférences et sessions en direct dans leurs pays respectifs. Maintenant, parmi les régions, cette année, on a le Maghreb, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y aura aussi l'Afrique centrale. Maintenant, ces hubs aussi vont permettre d'élargir l'anticipation et aussi de stimuler les échanges locaux et de rendre l'événement beaucoup plus accessible que jamais. Et pour finir, cette édition de 2025 de la journée du cloud sera sur 2 jours, plus riche, avec plus de 25 sessions, 2 panels, 3 keynotes et aussi plus de 10 hubs dans toute l'Afrique. Ça sera plus inclusif et surtout plus engagé à construire un futur numérique africain fort, souverain et innovant. Voilà, en quelque sorte, c'était ça, la présentation sur l'édition de cette année.
S'il y a des personnes qui ne sont pas encore inscrites, j'enverrai tout de suite le lien dans le chat pour qu'ils s'inscrivent et attendre ces 2 belles journées qui sera vraiment intéressante. Merci. All right, Raki. Merci beaucoup. En tout cas, on a tous entendu, hein, retenons la date, 27 Oui. et 28. Donc, Oui. il y aura Up physique un peu partout dans le monde. Si, si. All right. En Afrique, oui, il y aura beaucoup de physique, notamment il y aura la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina, le Sénégal, la Tunisie, la RDC, donc le Mali, la Guinée. Donc, tu vois, il y aura beaucoup de up physique cette année-ci. Great. En tout cas, moi, je ne vais pas rater ce rituel. Et je ne sais pas qui d'autre. Il faut pas le rater cette année. OK, donc, merci Raki pour cette belle présentation. Donc, on est toujours dans la pause publicitaire. Vous savez, qui parle de Cloud Facile parle d'impact. Et forcément, quand il impacte, tu vas rencontrer d'autres personnes qui ont envie d'impacter. C'est en ce sens que Cloud Facile et Data Afrique Hub se sont unis. Donc, je vais donner l'occasion à nos membres de pouvoir nous parler un peu sur ce partenariat. Donc, j'appelle sur le podium Hassan Chanda. Yes, merci coach. Alors, bonsoir à tous. Oui, super, c'est la page que j'allais projeter. Merci, super coach. Alors, oui, je vais essayer d'être bref comme on a un peu grignoté du temps. Et je pense qu'Abel aussi va dire quelques mots à propos du partenariat. Donc, ouais, là, bonsoir à tous à nouveau. Je suis très heureux de vous retrouver. Bon, pour partager, comme l'a dit coach, une excellente nouvelle, bon, qui marque une étape qui est importante dans notre engagement pour la formation numérique en Afrique. Donc, le Cloud Facile a officiellement scellé un partenariat stratégique avec Data Hub Afrique, voilà, qui est une association panafricaine de référence dans la promotion des métiers de la data. Donc, ce partenariat, il repose plus sur une vision commune, c'est-à-dire celle d'offrir aux talents africains un accès qui soit élargi, de qualité et concret par rapport aux compétences clés IT de notre siècle. Et en particulier dans les domaines de la data, surtout, et du cloud. Voilà. Et pour finir avec ça, ça signifie que concrètement, nous allons lancer des formations qui soient orientées data for cloud donc, et ces parcours seront co-développés et qui mêleront l'expertise pédagogique de Data Afrique Hub et les infrastructures e-learning de Cloud Facile. Donc, Cloud Facile qui sera plus porteur de ces projets sur la partie e-learning en mettant à disposition l'infrastructure pour l'e-learning et Data Afrique Hub qui va s'occuper avec son expertise sur la data de fournir des contenus dans ce sens. Et au-delà des formations aussi, nous mettrons l'accent sur l'insertion professionnelle à travers des projets réels, tout ça, voilà, qui seront à venir. Aussi, ce partenariat, il s'inscrit dans un dynamisme qui soit événementiel, c'est-à-dire que nous unirons nos forces pour la co-organisation de webinaires, de journées thématiques et d'initiatives comme celle qu'Araki présentait, qui soit la journée du cloud, mais également le Data Tour, qui est plus porté par le Data Africa, afin de renforcer la visibilité des talents africains surtout au niveau du numérique. Voilà. Et en résumé, bon, c'est une alliance pour former, connecter et faire rayonner les compétences africaines dans le domaine du cloud. Bon, pour ne pas être trop long, je pense qu'il y a Mohamed et Abel qui vont aussi dire des mots par rapport à ça. Merci à tous. OK, merci Hassan. Si vous avez aimé cette collaboration, give me the like, appuyez sur le bouton j'aime. Si vous aimez Data, Cloud, vous aimez l'impact. All right, donc je vais faire appel à Abdel pour nous parler un peu de cette belle initiative entre le Cloud Facile et Data Africa Hub.
Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Permettez-moi de partager ça. OK. I can stop sharing. Yeah. Alors, donc, rebonsoir, moi c'est Abel Pointa. Je suis actuellement un des responsables de Data Africa. Et vous aurez sans doute vu qu'ils ont mis Software Engineer, mais actuellement, je suis beaucoup plus sur l'aspect formation au niveau de Data Africa. Et c'est dans ce sens que je suis là aussi pour vous dire quelques mots par rapport à ce partenariat, étant donné qu'il aborde principalement les volets formation des deux partenaires. Alors, juste pour l'introduction, je pense que le précédent speaker a déjà assez bien contextualisé le partenariat, donc je vais me passer de ça. Juste pour dire que, en ce qui concerne Data Africa, effectivement, c'est une association panafricaine à but non lucratif, c'est important de le mentionner. Et nous faisons surtout la promotion de la data, mais vous voyez derrière data, intelligence artificielle et autres, en vrai, tout ce qu'il y a vraiment autour de la data. Et donc, on est beaucoup plus axé sur les volets formation, recherche appliquée et vulgarisation de la data, en soi, l'intelligence artificielle, les bonnes pratiques à avoir avec les données pour pouvoir apporter une plus-value aux entreprises, une plus-value à la jeunesse en termes de tout ce qui est données et ainsi de suite. Donc voilà, je vais me passer de ça parce que le précédent speaker, il a déjà fait mention de tout ça et c'était déjà assez bien fait. Et donc voilà. Et en ce qui concerne la modalité en fait, de collaboration, comme c'était dit, donc voilà, juste ce qui a été dit, ce que je vais ajouter sur le partenariat, c'est un planning sur un an qui a été fait et qui suivra différents axes en ce qui concerne sur les formations, les événements en commun, et ensuite on aura effectivement une évaluation de ce partenariat-là. Donc voilà, je vais me passer des perspectives. Vous aurez le temps de voir en fait au fil du temps comment les choses évoluent. De toute façon, vous savez, les deux partenaires sont impactants et vous aurez le temps de voir sur les différentes communications comment le partenariat évolue. Donc, je vais aussi vous inviter pour ceux qui sont intéressés par avoir une expertise en data, avoir des compétences en data, à nous suivre, à nous rejoindre à travers les différents liens qu'il y a ici, notamment Data Africa, notre mail, notre partenaire, notre lien de site web, LinkedIn et YouTube. Et j'aimerais terminer en disant que ce partenariat tombe vraiment dans la vision de Data Africa qui est vraiment de vulgariser la data. C'était pour nous une opportunité vraiment à saisir de ce partenariat-là. Et c'est quelque chose qui va vraiment apporter beaucoup. Et je ne vais pas aller plus loin, j'aimerais juste vous dire, soyez à l'écoute et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui se feront par rapport à ce partenariat-là. Donc voilà. Merci pour le temps accordé. Et je pense que c'est bon. J'ai terminé. Voilà. Okay. Si vous avez aimé, appuyez sur le bouton like ou donnez-moi des cœurs si vous êtes gentil. Hein? Good. Merci Abdel. Donc, toujours dans cette perspective de cloud et de data, voilà le processus qui suit. On va nous parler de data et de LLM et autres. Donc, j'aimerais appeler sur le podium Mohamed. Mohamed, are you here and ready? Yes, I'm ready. Good. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, vous êtes audible. Ok, ça va, c'est super. Ok, donc moi, je vais partager aussi mon écran. Tout l'écran. Donc, vous me direz si vous arrivez à voir mon écran. Là, vous voyez mon écran, là, j'imagine. Ok. Donc, attends, ça. Donc voilà, donc moi c'est Mohamed Keita, donc moi je suis data scientist de formation. Après j'ai touché vraiment à tout ce qui est data, fait toute la chaîne de valorisation de la donnée, donc que ce soit data analyse, data engineering, data science, MLOps, vraiment toute la chaîne de la data. Et accessoirement aussi je suis donc cofondateur de Data Africa Hub, donc donc Hassan et Abel nous ont parlé un peu avant. Donc là, j'aurais bien voulu parler de projets internes qu'on a au sein de Data Africa Hub.
Mais comme on en est sur le cloud facile, les dimanches du cloud, je voulais quand même aborder aussi comment on peut associer data et cloud. Donc, j'ai plutôt parlé d'un projet, disons, personnel, oui, que j'ai mené là il y a quelques semaines. C'était au mois d'avril. Donc, c'est classifier donc les brevets à grande échelle. Donc, la présentation aura ces différentes parties-là. On va faire une petite introduction. On va définir déjà qu'est-ce que c'est qu'un brevet, pourquoi on s'intéresse au brevet, parler de la base de données source, la méthode que j'ai dû utiliser, l'entraînement, l'évaluation, l'inférence et les limites de cette méthode-là. Donc, le projet, donc c'était un projet en collaboration avec Sciences Po Paris. Donc, eux, ils sont en train de rédiger un rapport sur les technologies émergentes. Donc, à ce titre-là, ils s'intéressent au brevet. Donc, il y avait plusieurs technologies auxquelles ils étaient intéressés. Donc, IA, ordinateur quantique, il y avait de la biotechnologie, le nucléaire, etc. Donc, moi, là, dans cette présentation, je vais présenter que la partie IA. Mais comprenez qu'il y a eu au moins 10 technologies que j'ai dû traiter, pas en simultané, mais les unes après les autres. Donc, l'enjeu pour eux, c'est de cartographier ces nouvelles technologies et voir qui fait quoi. Donc, quand je parle de qui, c'est vraiment quel pays ou quelle zone. Donc, généralement, eux, ils sont intéressés par l'Europe, mais après, ils vont regarder comment l'Europe se positionne par rapport aux autres concurrents. Donc, voilà un peu pour le contexte. Donc, qu'est-ce qu'un brevet? Un brevet, c'est juste un document qui va donner un droit exclusif sur une invention. Donc, par exemple, moi, je trouve que j'invente quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui a de la valeur, donc je vais décider de le protéger dans une certaine zone. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans un brevet? Donc, évidemment, on va trouver un titre, donc ce qui va donner en gros de quoi parle le texte en guillemets. Un résumé, donc on va définir brièvement le document, donc les publications scientifiques qui ont permis d'arriver à là. Par exemple, si je décidais de breveter, disons que j'ai découvert le machine learning et je décide de breveter ça. Si je brevette ça, il faut que j'explique comment j'ai pu découvrir ça. Donc, potentiellement, je vais parler des publications scientifiques sur la modélisation statistique, mathématique, etc. Donc, c'est ça les publications scientifiques. Les domaines techniques, donc, quel domaine ça concerne. Ensuite, il y a l'inventeur. Donc, comme je parlais, moi, donc, si j'invente quelque chose, donc, je suis considéré comme l'inventeur. Et après, il y a le propriétaire. Le propriétaire, c'est celui qui a financé. Donc, généralement, c'est une entreprise. Ça peut être, par exemple, Microsoft. Ou ça peut être une entité publique, donc par exemple une université, ça peut être le gouvernement, ça peut être un hôpital, etc. Donc ça, c'est en termes d'invention et propriété du brevet. Maintenant, on a aussi la zone de protection. Donc comme j'expliquais, un brevet, on le protège par zone. Donc si moi j'invente quelque chose, en ce moment, j'habite en France. Je pense que ce truc-là, il est utile, il peut être important en France. Je le protège en France. Mais après, je vois que ça commence à prendre. Je vais décider de protéger plus grand. Donc, je vais maintenant protéger en Europe. Après, Asie, Afrique, etc. Après, on n'est pas obligé de protéger partout. Hein. Par exemple, les Chinois, eux, ils brevettent et ils protègent qu'en Chine. Donc après, une fois que j'ai la même invention, je la protège en France, en Allemagne, en Europe, en Côte d'Ivoire ou dans toutes les zones dans lesquelles je protège, toutes ces zones protégées là vont être considérées comme une famille. Donc une famille de brevets, c'est une même invention mais qui est protégée dans plusieurs endroits. Donc voilà ce qu'est un brevet. Donc maintenant, pourquoi on s'intéresse au brevet? On s'intéresse aux brevets parce qu'ils vont donner une vision stratégique de l'innovation. Donc, comme j'expliquais, si on protège en France et qu'après on protège en Allemagne, ça veut dire que potentiellement, je sais que l'invention peut intéresser les Français, mais aussi les Allemands. Et voir aussi comment les deux entités vont se positionner les unes par rapport aux autres. Ça permet aussi de suivre comment le domaine
un domaine évolue de manière, enfin, comme un domaine technologique évolue. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de machine learning. Mais il y a eu, si on parle de ça, par exemple, il y a eu d'abord disons, la modélisation qui arrive, qui est protégée via un brevet. Ensuite, on va avoir le machine learning qui va être protégé via un brevet, après du deep learning, etc. Donc, à chaque fois, on arrive à suivre un peu comment les choses évoluent. Parce que dans chaque brevet, comme j'ai dit, on va citer les autres inventions qui nous ont permis d'arriver à notre invention. Ensuite, les brevets sont utilisés donc par les gouvernements, les universités, les entreprises pour analyser les tendances, donc voir un peu qu'est-ce qui est tendance en ce moment. Donc, en ce moment, l'IA est très en vogue en ce moment. Donc, on va logiquement constater que dans les prochains mois, années, il y aura beaucoup de brevets relatifs à l'intelligence artificielle. Et ça permet aussi de cartographier parce qu'on a les inventeurs, donc on peut voir aussi dans quel pays ils sont, donc qui sont les pays où il y a le plus d'innovation, etc. Donc voilà pourquoi on s'intéresse aux brevets. Donc là, moi, j'ai travaillé avec une base de données qui s'appelle PATSTAT. Donc, PAT pour patent, donc patent ça veut dire brevet en anglais, et stat pour dire les stats des brevets. Donc, c'est une base de données donc, qui est fournie par le Bureau européen des brevets et coûte 1 000 € environ, je crois un peu plus, et elle est mise à jour 2 fois par an, donc en avril, en octobre. Donc, moi, celle sur laquelle j'ai travaillé, c'était l'édition de octobre 2024. Et donc, elle contient plus de 80 millions de brevets. Et elle a plus, donc, il y a plus de 500 millions d'informations. Donc, tout à l'heure, on a parlé du titre, résumé, on a les inventeurs, les propriétaires, la classification technologique, les citations, les publications scientifiques, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations dans PATSTAT. OK. Donc, une fois qu'on a posé un peu le cadre, le contexte, moi, donc, mon rôle, c'était d'identifier les brevets de toutes les technologies émergentes dont on a parlé. Donc, là, je vais présenter le cas de l'IA, mais le but, c'était vraiment d'identifier tous les brevets qui étaient là. Donc, en gros, c'était de prendre un brevet de la base et de dire, est-ce que ce brevet-là, il concerne l'IA ou pas? À la fin, c'était de pouvoir avoir tout en tout cas le plus possible si on pourrait récupérer tous les brevets, par exemple IA, et après en faire une cartographie, voir qui sont les propriétaires, qui sont les inventeurs, où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'on a les scientifiques, etc. Donc moi, la méthode que j'ai mis en place, c'était d'abord de sélectionner les brevets à l'aide de mots-clés. Donc il y a des chercheurs qui ont déjà fait ce travail-là de dire que dans des brevets, on va trouver certains mots-clés qui vont catégoriser le fait que ce soit IA ou pas. Et donc, moi, c'était d'utiliser ces mots-clés-là et d'aller identifier les brevets dans PATSTAT en cherchant les mots-clés dans les résumés. Une fois que c'est fait, je construis un échantillon labellisé. Ça veut dire que je prends tous les... j'avais décidé de prendre, de tester 7000 brevets. Donc, dans 7000 brevets, j'ai pris 3500 qui étaient dans ma liste que j'ai découvert au point précédent. Et les 3500 autres, c'était des brevets non IA qui n'étaient pas dans cette liste-là. Ensuite, entraîner un modèle de type transformer sur l'échantillon et après, faire l'inférence sur l'ensemble des 88 millions de brevets. Donc, c'était un peu ça la méthode que j'ai mis en place. Donc, pour entraîner le modèle, j'avais 2 choses à faire. Déjà, construire le jeu d'entraînement. Donc, j'en ai parlé un peu avant. J'ai extrait donc des brevets, les mots-clés. Donc, une fois que j'avais ça, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais j'avais environ 100 000, 150 000 brevets. Donc, qui a priori étaient brevets IA. Donc, j'ai eu cette liste-là par rapport aux mots-clés qui sont fournis après par des chercheurs, etc. Donc, une fois que j'avais ces 150 000 brevets, j'ai fait un échantillon aléatoire de 3500 brevets qui venaient de cette liste de 150 000. Et donc, a priori, cette liste de 3500 brevets, ils sont tous IA. Ensuite, j'ai sélectionné dans les autres, donc sur les 88 millions de brevets, on enlève les 150 000 qui sont classés IA apparemment. Et le reste, dedans, j'ai tiré 3500 brevets. Donc, j'ai un échantillon de 7000 brevets avec 3500 brevets IA labellisés
et d'autres 3500 non IA qui sont labellisés. Ensuite, pour vérifier que j'avais bon, c'est-à-dire que j'étais plutôt précis dans mon échantillon, j'ai interrogé donc l'API d'OpenAI, donc c'était le GPT-4, et pour lui demander si chacun des 7000 brevets était bien, donc par exemple, chacun des 3500 brevets IA était bien IA. Et chacun des 3500 brevets non IA était bien non IA. Et effectivement, il m'a répondu que oui, ça concernait l'IA, donc dans le cas des brevets IA, et non IA dans le cas des brevets non IA. Ensuite, donc une fois que j'avais mon échantillon, il fallait maintenant choisir le modèle. Donc, j'ai choisi donc PatentBird. Donc, déjà, Bird, c'est donc le transformer qui est mis en place par Google. Et contrairement donc à GPT, il est beaucoup plus adapté pour la compréhension, enfin pour la classification, parce que lui, il comprend, il est plutôt spécialisé sur la compréhension du texte, alors que GPT, c'est de la génération de texte. Donc, BERT était le plus adapté. Ensuite, j'aurais pu utiliser le BERT général, mais comme ils ont mis en place PatentBird, qui est déjà pré-entraîné sur toutes les subtilités techniques des brevets, donc c'était beaucoup plus, je gagnais beaucoup plus en efficacité a priori d'aller sur PatentBird. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Donc une fois que ça c'est fait, maintenant on va entraîner le modèle. Donc pour entraîner le modèle, bon, peut-être qu'il y aura des questions plus tard, mais là je vais vous expliquer rapidement les différents paramètres. Donc pour entraîner le modèle, j'ai choisi, donc il fallait choisir une taille de batch. Donc les batchs, c'est le nombre d'exemples que la machine va traiter simultanément. Et il faut donc chercher à équilibrer entre la vitesse d'exécution et la capacité de la mémoire. Donc moi, j'avais fait plusieurs tests, donc vite, c'était plus ou moins, ça me permettait, j'étais plutôt équilibré à ce moment-là. Ensuite, le nombre d'époques, c'est le nombre de fois que, disons, le modèle va parcourir l'ensemble de données. Donc, les 7000 brevets. Donc là, le nombre d'époques égale à 5, ça veut dire que chaque brevet va être vu 5 fois par l'algorithme. Donc là encore, c'est une question d'équilibre entre le nombre de fois qu'il doit avoir pour apprendre à apprendre et sa prédiction. Donc 5, c'était aussi le plus équilibré. Donc après, on a tout ce qui est l'optimiseur. Donc c'était Adam W, qui est très connu en machine learning. Donc avec pénalisation de poids, ça veut dire qu'à chaque fois qui prédit, il ajuste après les poids en appliquant une sorte de chute à chaque fois pour équilibrer, pour optimiser à chaque fois. Et donc la plateforme sur laquelle j'ai lancé ça, j'ai lancé l'entraînement, c'était donc sur Google Colab Pro en utilisant le GPU. Donc pourquoi le GPU? C'est parce qu'en fait, j'avais donc 7000 brevets et ces époques-là, si j'avais travaillé que sur un CPU, je pense que j'en aurais eu pour 4-5 heures pour entraîner le modèle. Là, avec le GPU, ça m'a mis 35 minutes. Donc, l'avantage, c'est que ça me permettait de pouvoir optimiser et à chaque fois ajuster mes paramètres au fur et à mesure. Parce que c'est relativement court, 35 minutes. Donc, ensuite, donc, j'avais les logs et la traçabilité qui étaient intégrés à chaque fois dans mes algorithmes pour me donner des indications sur comment ajuster mes différents paramètres. Donc, ça, c'était pour ce qui est de l'entraînement. Donc, une fois que j'ai entraîné le modèle, voilà les différentes, voilà ce que j'ai obtenu comme résultat. Donc, ici, donc là, c'est les différentes classes, donc non IA. Donc là, c'est les différents paramètres qu'on va regarder généralement en machine learning. Donc, la précision, c'est la capacité du modèle à classer ce qu'il va considérer comme pertinent, comme dans la bonne catégorie, de manière pertinente. Donc, par exemple, ici, on voit que dans 100% des cas, quand il considère qu'un brevet est IA, mais il a raison. Et dans 95% des cas, quand il considère qu'un brevet est non IA, il a raison. Donc, c'est plutôt. Donc là, le rappel, c'est la capacité donc, du modèle à identifier tous les brevets pertinents sans en manquer. Donc, ça veut dire que là, dans mon échantillon, il a classé tous les brevets IA, enfin, il a parcouru tous les brevets non IA. Il en a manqué aucun. Et pour les brevets IA, a priori, il en a manqué quelques-uns.
mais c'est négligeable par rapport à la taille de l'échantillon. Je rappelle qu'on avait 3500 brevets IA. Et le F1 score, c'est juste bon, c'est pas une moyenne, mais c'est une combinaison des deux. Donc, un F1 score qui est élevé, ça veut dire qu'on a un bon équilibre entre la précision et le rappel. Et donc, élevé aussi, ça veut dire que le modèle est robuste, donc il est capable après de s'adapter si les données changent légèrement. Par exemple, si dans le brevet, il va être écrit Deep Learning et dans un autre, il va être écrit Neural Network, il comprend que les deux technologies sont associées. Donc, c'est ça un modèle robuste. Ça ne va pas le perturber qu'il y ait des différences dans le lexique. Donc là, quand on regarde comme ça, on se dit en tout cas que le modèle est très bon. Et a priori, il est très bon. Mais on en parlera plus tard de comment analyser les choses. Donc, une fois qu'on a le modèle, on fait maintenant ce qu'on appelle l'inférence. Donc, l'inférence, c'est le fait d'utiliser un modèle qui est entraîné sur de nouvelles données. Donc, je rappelle que là, maintenant, on a 88 millions de brevets. Et donc, c'est à ce moment-là qu'avoir un cloud, c'est intéressant. Parce que concrètement, sur un ordinateur, c'est pas possible. Enfin, c'est difficilement réalisable. Ça veut dire qu'il faut avoir un GPU très élevé et on sait que ça coûte très cher. L'avantage du cloud, c'est justement que you pay as you go. Donc, tu vas payer vraiment pour ta consommation. Donc, moi, ici, j'ai construit, donc moi, beaucoup ici sont plus sur AWS. Moi, je suis un peu plus avancé sur Google Cloud Platform. Donc, pour faire l'inférence sur les 88 millions de brevets, j'ai construit une machine virtuelle de 8 vCPU. Donc, j'ai pas mis le truc, mais ils étaient à 2,7 GHz de vitesse de processeur avec 4 cœurs et 32 Go de RAM pour la grande quantité de brevets. Et le coût de cette machine virtuelle, c'était environ 0,418 $ par heure. Et l'inférence, donc le fait de prendre chacun des 88 millions de brevets et les classer brevets IA ou non IA, ça m'a mis 11 heures au total. Donc, avec cette machine virtuelle. Évidemment, j'aurais pu utiliser un GPU qui, je pense, serait allé beaucoup plus vite, mais on parle de coûts, donc il s'agit de gérer après les coûts. Là, 11 heures de temps, ça m'a coûté à peu près 5 euros, disons comme ça. Ça m'a coûté à peu près 5 euros pour faire ça. Avec un GPU, j'aurais mis, je pense, 2-3 heures, mais alors, ce GPU-là qui me permettait de faire ces 2-3 heures, c'était le moins cher d'ailleurs des GPU, et il allait me coûter environ 4-5 euros de l'heure ou plus. Je ne me souviens plus, mais c'était dans ces eaux-là. Donc, ça allait vraiment me coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, 11 heures, c'est vraiment pas mal pour 88 millions de brevets. J'espère que vous réalisez à quel point c'est énorme, 88 millions, et traiter tout ça en 11 heures. Donc, un résumé, c'est un texte qui fait entre 100, 200 mots quand même. Donc, c'est assez conséquent. Et donc, le faire vraiment en 11 heures, je pense que c'est une prouesse qui est très, très intéressante. OK, donc en termes de limites. Donc, pourquoi tout à l'heure le modèle, il était bon? Il était bon parce que les mots-clés, dès le départ, ils ajoutent un biais. Ça veut dire que si dans la liste des mots-clés, on va avoir du machine learning, du deep learning, neural network et tout computer vision, etc. Donc, tout ce qui peut renvoyer à l'IA, tous les brevets qu'on va sélectionner seront plus ou moins fournis en termes techniques. Donc, forcément, dès qu'on va entraîner dessus un modèle, il sera très fort. Donc, directement, les résultats qu'on a obtenus, c'est plutôt attendu, entre guillemets. Alors, bien sûr, il y a eu de l'optimisation, mais c'était plutôt attendu. Ensuite, la conséquence donc du premier point sur les biais, c'est que directement, l'échantillon est peu diversifié. Donc, par exemple, si dans les mots-clés, donc on n'a que du machine learning, du deep learning, etc., c'est de l'IA, on est d'accord. Mais si dans un autre brevet, ça part de voitures autonomes, mais peut-être que
vu que lui, tout ce qu'il a vu, c'était plutôt technique, il ne va pas du tout faire le lien entre voiture autonome et IA. Et donc, c'est dans ce sens-là que le biais a été créé, en fait. C'est parce que ça empêche de diversifier l'échantillon. Donc, les perspectives, donc si on veut améliorer tout ça, il faut aussi prendre en compte maintenant les domaines. Donc, il faut pouvoir entraîner de manière adaptative le domaine. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir prendre en compte aussi les différents domaines de l'IA. Donc là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que tout ça n'a pas encore été défini. Et je rappelle que Sciences Po, ils sont dans la recherche, donc il y a beaucoup de précautions. On ne fait pas n'importe quoi. Il faut avant d'utiliser quelque chose, il faut que ce soit approuvé par la communauté scientifique, comme ils disent. Et après, donc, là, j'ai mis des mots-clés plus inclusifs. Donc, c'est dans le sens récupérer des mots-clés donc, qui vont toucher à peu près tous les domaines. Donc, voilà brièvement. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. J'ai essayé de faire court. Donc, voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. On va en profiter et répondre aux questions. Je pense qu'il y a des questions dans le chat. Alors, dites-moi. Alors. Hamilton demande si c'est une régression linéaire. Ah non, non, non. Alors là, il n'y a pas de régression ici. Ce qui s'est passé, c'est que. Alors, attends, si je reviens ici. Construction au choix du modèle. En fait, donc, je pense que tout le monde ici est au fait des LLM, etc. Donc, on va avoir GPT, BERT, après on a DeepSeek, Llama, Claude, etc. Tout ça, ils ont ce qu'on appelle, ils ont une API. Donc, ces API-là permettent d'utiliser directement leur travail, en guillemets, même pas en guillemets, utiliser leur travail et après les adapter à notre contexte. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait là, j'ai mis choix du modèle, etc., mais c'est de l'abus, c'est un abus de langage. Ce que j'ai fait, c'est vraiment du fine-tuning. Ça veut dire que j'utilise un modèle qui est déjà entraîné et après, je l'adapte, je le spécialise dans mon cas. Donc là, par exemple, tout à l'heure, Hamilton, il parlait beaucoup lui ont suggéré, par exemple, un chatbot. Mais dans son contexte, à lui, il pourrait, par exemple, utiliser l'API de, par exemple, Llama, qui est open source, par exemple. Il pourrait utiliser l'API et le spécialiser dans son domaine à lui, dans le colis. Donc, il pourrait avoir un chatbot rapidement, juste avec une API qui est déjà déployée et toi qui, derrière, va rajouter tes données, lui apprendre ton contexte et après, il sera capable de travailler dessus. Oui. Ouais, en fait, je me demandais ça parce que je pense que sur les slides un peu plus bas, tu avais un scoring autour de 1. Donc, est-ce que généralement dans la régression linéaire, en fait, quand on est sur 1, on est sur des cas de corrélation. Et quand plus on s'éloigne de 1, on est sur une faible corrélation. Donc, c'est pour ça que ça m'a peut-être induit en erreur, en fait. Non, en fait, non, c'est une bonne question. En fait, même dans le cas de la régression linéaire ou même dans le cas présent ici, le 1, c'est pas par rapport à la corrélation. C'est juste, c'est une probabilité ici. Et donc, la probabilité 1 veut dire que dans 100% des cas, quand il prédit que c'est IA, c'est vraiment IA. Donc, ça veut dire qu'il ne se trompe jamais. Quand il dit que c'est IA, c'est IA. C'est ça que ça veut dire. Mais là, ici, il n'y a pas de notion de corrélation. Et ce n'est pas toujours le cas dans la régression linéaire. Ok. C'est bon, je comprends mieux. Merci. De rien. Oui, on a une question dans le chat. Alors, est-ce que vous suggérez l'utilisation de plateformes pour l'entraînement de modèles? Oui, évidemment, oui. Si vous savez le faire, etc., oui, il n'y a aucun problème à utiliser Hugging Face. De toute façon, il y a beaucoup de modèles là-bas qui sont déjà entraînés. Ça permet aussi, c'est une sorte de communauté, donc c'est intéressant. C'est un peu, c'est pas pareil que Kaggle, mais c'est l'idée. Les gens vont là-bas pour apprendre, pour tester des choses, donc il n'y a aucun problème.
Okay. Good. Okay. OK. Donc, pourquoi le choix de l'utilisation d'un modèle Patent-BERT? Mais en fait, donc comme j'expliquais, il y avait évidemment d'autres, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des spécificités suivant les modèles. Donc, GPT, par exemple, lui, il est très avancé dans la génération de texte. Donc, si j'ai, par exemple, dans la vérification, quand je demande à GPT, est-ce que ce brevet-là est bien IA? Donc, lui, il a l'occasion de lire tout le brevet et par rapport à son expertise, il est capable de me répondre, oui, ce brevet est bien IA parce qu'avec une analyse derrière. BERT, de manière générale, lui, il fait plutôt de la compréhension de texte. C'est-à-dire que lui, il est capable de lire un texte et de comprendre le texte. Il n'est pas forcément, son rôle, c'est pas forcément de générer du texte derrière. Donc, c'est pour ça que généralement, les gens vont travailler sur GPT pour quand on veut faire des discussions, etc. Donc maintenant, Patent-BERT, c'est un modèle qui est préentraîné déjà par Google sur les spécificités du brevet. Donc, il est spécialisé sur les textes qui sont courts, langage technique et sectoriel, ça veut dire, par exemple, en maths, en nucléaire, etc. Donc, en utilisant Patent-BERT, je gagne beaucoup de temps. Si je n'avais pas utilisé Patent-BERT et que j'avais utilisé, par exemple, je ne sais pas moi, Llama ou Claude, par exemple, ben, j'aurais peut-être mis plus de temps où il allait peut-être me falloir un échantillon plus grand pour avoir le même résultat qu'avec Patent-BERT. Sachant que en interrogeant donc l'API de GPT, il y a un coût aussi. Donc, c'est toujours dans la gestion des ressources, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé Patent-BERT. Ok, vraiment, merci beaucoup, Mohamed, pour cette très belle présentation qui est vraiment informative. Est-ce que Mohamed, vous avez des choses à ajouter avant Non, moi, moi, c'est bon. Ok, good. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a parlé de serverless, on a parlé de modèles et autres, avec la collaboration de Cloud Facile et Africa Data Hub. Nous allons mettre en place des formations sur data et autres. Mais dans l'immédiat, on a des formations qui sont déjà disponibles au niveau des plateformes, le Cloud Facile. Beaucoup d'entre vous sont en train de préparer les AWS, ça peut être du Cloud Practitioner, ça peut être du SA Associate. C'est nous pouvons vous former soit en mode personnalisé, cela veut dire vous êtes un professionnel, vous n'avez pas vraiment du temps, peut-être qu'une seule fois, un seul jour, vous avez dans la semaine pour pouvoir faire une session, vous avez la possibilité de booker et pouvoir faire cela. L'autre chose, aujourd'hui, nous parlons du DevOps, qui est vraiment la tendance. Donc, nous avons aussi une formation DevOps qui se fait en groupe, en cohorte. Donc, je pense que chaque 2 mois ou 3 mois, il y aura une nouvelle cohorte qui va se dérouler. Et aussi, nous avons une formation qu'on appelle DevOps Essentials. Là, c'est par exemple des gens qui ne sont pas trop à l'aise avec la technologie DevOps et ils souhaitent démarrer. Donc là, vous pouvez aller avec le DevOps Essentials. Donc, dans tous les cas, je vous laisse le lien dans le chat. Peut-être vous avez envie de vous former ou vous connaissez un ami ou une soeur ou une petite copine qui a envie de se faire former. Donc, le Cloud Facile sera ravi de vous accompagner dans vos projets d'apprentissage. Sinon, à part ça, je pense qu'on est arrivé à la fin. Donc, nos invités, nous vous remercions, Mohamed, Hamilton, Abel, Hassan, Raki, pour vos interventions. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain dimanche du Cloud. Donc, n'oubliez pas, dimanche du Cloud, ça se déroule chaque 3e dimanche de chaque mois. Donc, on va revenir vers vous avec des sujets aussi pertinents. Donc, dans l'immédiat, donc, je pense que le prochain événement qui aura lieu, c'est la journée du Cloud. Donc, vous êtes tous invités à la journée du Cloud. Si vous êtes, je ne sais pas, en Paris, si vous êtes au Sénégal, un peu partout là où vous êtes dans le monde, vous avez la possibilité
de participer soit en ligne ou en présentiel, ou s'il y a un hub physique là où vous êtes. Sinon, quand même, c'est ouvert à tout le monde en ligne. Good. Merci beaucoup, guys. Okay. Okay. Good.